Jean-Claude Lévy, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette conversation. Peut-être un petit mot pour situer l'expert que vous êtes. Vous allez nous parler dans quelques instants d'économie circulaire et de coopération décentralisée à l'occasion d'une publication que vous venez de faire. Vous êtes un ancien haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, un jeune ancien. Alors, si vous parlez dans le micro, vous allez... Le bleu, s'il vous plaît. Le bleu. Continuons. Ça marche pas. Si voilà, c'est parfait. Bien, oui, je suis un jeune ancien, si vous voulez. Je travaillais pendant longtemps au ministère de l'Environnement. Il y a 15 ans que je suis au ministère des Affaires étrangères. Toujours pour m'occuper de la coopération décentralisée. À quoi avez-vous participé alors comme mouvement et comment l'avez-vous vu évoluer d'ailleurs, puisqu'on peut profiter de cette ancienneté Mon laboratoire, c'était la COPDES, l'action extérieure des collectivités locales. Michel Barnier m'avait donné une mission pour ça, coopération décentralisée et développement durable. Et puis j'ai découvert en Chine, un laboratoire où on parlait d'économie circulaire. Et ce laboratoire chinois m'a conduit à m'intéresser de plus près. Parallèlement, j'organisais avec la DECT les assises de l'économie circulaire avec la Chine. Ça m'a permis d'aller en Chine, de voir. Bon. Et j'ai marié aussi plusieurs laboratoires français et chinois sur le thème. Voilà un peu la toile de fond qui a duré une dizaine d'années, à la découverte, sur la route de l'économie circulaire. En quelques 10 minutes, un quart d'heure, vous allez partager avec nous ce que vous avez compris et ce que vous aimeriez transmettre sur cette fameuse économie circulaire. On présente tout de suite la publication dont vous êtes à l'origine. Je vous permets de la présenter. Et dites-nous un petit peu quelle est sa structuration à cette publication. Des clés pour agir. Des clés pour agir, c'est clair, ça fait 25 pages. Derrière, il y a 2 ou 3 bouquins qui sont sortis, mais j'ai essayé de résumer plus clairement. Comment pouvait-on, pas tout seul, il y a plusieurs, mais j'ai dirigé la publication, comment pouvait-on en quelques pages parler de la géographie de l'économie circulaire? Ce n'est pas une branche, c'est une géographie de l'économie circulaire. Alors cet ouvrage reprend des questions que tout le monde connaît. On dit l'écologie industrielle, l'économie de fonctionnalité, on dit l'éco-conception, toute une série de dynamiques. L'ADEME appelait ça des piliers. Moi, j'appelle ça des dynamiques, parce que des piliers, c'est stable, comme le Panthéon, c'est pour enterrer les vieux hommes. Moi, je suis un jeune. Donc, dans ces conditions-là, dynamique de l'économie circulaire, comment ces dynamiques, sur un territoire déterminé, peuvent-elles s'articuler les unes avec les autres pour faire une politique territoriale? C'est ça le problème. Petite définition, qu'est-ce que l'économie circulaire dans votre perception, dans votre étude? Et deuxièmement, en quoi le Sud est-il peut-être une destination d'adoption finalement plus spécifique, plus privilégiée de cette économie? Oui, je vais y venir. Le problème, c'est dans le Sud, mais comme ailleurs, de favoriser l'intégration des dynamiques de l'économie circulaire envisagée dans ce que j'appelle l'espace-temps des territoires. L'espace-temps de la Canourgue en Lozère, chez nous en France, ce n'est pas le même que celui de Ouagadougou ou du Chili. On a des espaces-temps qui varient selon notre histoire, notre ethnologie, notre mentalité. Donc il faut bien faire coller que ces dynamiques, on ne les exporte pas comme on exporte des boîtes de conserve. Donc le souci, c'est intégrer ces dynamiques dans des politiques territoriales. Alors pourquoi le Sud? Je vais donner quelques chiffres. Des chiffres que je peux vous donner là, ils sont connus, ils sont clairs. En France, 13% des entreprises, 13%, auraient recours au travail noir dans le BTP. 12% dans les hôtels en 2012. 17% des entreprises auraient recours à Rhône-Alpes, Franche-Comté, Bourgogne, etc. Dans cette optique, ce n'est pas abusif d'écrire que l'économie informelle est extrêmement forte chez nous. Or, c'est bien connu que dans les pays, les PED, pays en développement, on parle d'économie informelle. Au Cameroun, 80% de l'économie est informelle. Nous avons travaillé avec Dakar sur le plan climat de Dakar. Il est vrai qu'on se heurte sur les décharges en particulier, mais dans toute la vie quotidienne, une économie informelle. C'est quoi informel? On ne peut pas la statistifier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus, comme on ne peut pas la statistifier, faire des courbes, des graphiques qui permettraient d'intervenir en toute sagacité sur les leviers que sont les dynamiques dont je viens de parler. Donc pourquoi le Sud? Parce que tout simplement,
les logiques d'économie circulaire telles qu'on les pratique aujourd'hui, elles sont principalement articulées. Bon, je vais un peu exagérer, mais si vous faites une bande de terre et de mer, hein, de Vancouver à Vladivostok, faites le tour comme ça, d'est en ouest, vous avez une multitude de pays occidentaux, développés ou pas occidentaux, mais qui sont complètement dans la politique classique de développement néolibéral et qui tentent d'appliquer l'économie circulaire. Au Japon, il y a de l'économie circulaire dans la loi, il y en a en Chine, il y en a en France, il y en a au Danemark. On a des pays qui ont fait des lois sur l'économie circulaire, qui vont à peu près dans le sens que je viens de dire, comment faire de l'intégration des politiques, y compris la culture. Cher à mon camarade, parce que c'est pas seulement de l'économie économisante. On a des pratiques, on a des coutumes, on a des traditions. Chez les Caldoches, en Nouvelle-Calédonie, et les Kanaks, on a un sacré problème, c'est le foncier. Je veux dire, le foncier, il n'est pas ressenti dans toute l'Afrique de la même façon par tout le monde. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a la rente foncière. Toutes ces questions-là, si on veut traiter l'économie circulaire, il est important de les décortiquer, de les étudier et comment, au fond, transformer ce que je dirais un objet scientifique, un ovni scientifique, ou un objet administratif sans domicile fixe. C'est ça l'économie circulaire. Aujourd'hui, tout le monde s'y attelle, beaucoup de gens y travaillent partout, dans tous les pays, au sud comme au nord, mais on n'a pas encore arrivé à classifier des politiques territoriales. Il n'y a pas de modèle, mais qui puisse avoir des axes, qui puissent être reproductibles d'ici et là et réutilisés, mais en les transformant et en faisant une chose complètement autochtone et locale. Voilà. Quelle définition donnez-vous de l'économie circulaire? Ben, elle est très courte, c'est ce que je vous dis, si on peut dire, rendre à la nature les choses qu'on lui emprunte, c'est une chose. Alors là, c'est les 3 R, réduire, réutiliser, recycler. Mais il ne faut pas rendre qu'à la nature, il faut rendre aussi aux hommes qui ont travaillé, aux salariés, aux paysans. Il faut qu'eux-mêmes s'y retrouvent dans leur rémunération. À ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contrat social sur un territoire déterminé, souvent c'est le maire qui fait la gouvernance, il faut qu'il permette cette interaction, qui travaille non seulement sur les questions de flux matière, faire un flux qui passe d'une production, je sais pas, d'acier à une production de chaleur, qui va permettre de réchauffer par la chaleur un autre processus. Tout ça, c'est des flux matières. Bon, ça, on commence à arriver à savoir comment faire avec l'écologie industrielle. Si on veut faire de l'éco-conception, on va se heurter localement. On a une entreprise, on va l'aider pour faire quelque chose, et après, quand son produit sera éco-conçu, mais comment le vendre à des filières ou à des chaînes qui elles-mêmes ne sont pas équipées pour attraper ces produits? C'est-à-dire, si on fait de l'économie de fonctionnalité, même topo, on vend du service. Chaque fois, on se heurte à des coordinations territoriales et ouvertes. L'énergie. Effectivement, si on faisait que des énergies renouvelables dans un pays ou dans un autre, on se heurte à quoi? On met en faillite tous les énergéticiens classiques. La Chine a fait du charbon. On ne peut pas mettre le charbon en faillite pour ne faire que des énergies renouvelables. On est sur des vrais problèmes. Et ce dont je n'ai pas parlé maintenant, dans la définition, ça existe. On est en crise. Il y a une crise de 2008 et une crise de financiarisation de l'économie. Et cette crise-là, elle nous saisit à la gorge. On est en guerre, un peu partout. Au Moyen-Orient en particulier, mais pas que là. Nous avons une crise, je dirais, existentielle. Non seulement économique, sociale, politique, existentielle. C'est que chacun se demande, pour les générations futures, comment nos enfants ils vont hériter de tout ça. Et comment leur existence, comment ils vont se comporter. On est paumé un peu, quand on est à mon âge, avec les nouvelles technologies. Mais eux, ils maîtrisent les nouvelles technologies, mais ça ne veut pas dire qu'ils les maîtrisent au point que ça rentre dans l'âme et dans le comportement quotidien qu'ils doivent avoir. On maîtrise techniquement. Voilà. C'est clair ce que je dis? C'est mieux, bon, c'est voilà. mieux pour moi. Voilà. En quoi est-ce que vous trouvez que ces réflexions sur l'économie circulaire sont suffisamment représentées dans les contenus des conventions, des accords de coopération décentralisée? Avec le climat, on a fait un grand pas. Pas l'économie circulaire, mais on a fait un grand pas. On a reconnu à COP21, on a reconnu que les pays en développement étaient éligibles à des financements particuliers pour traiter les questions du climat. Bon, les questions du climat, c'est pas rien, parce que toute la question de l'énergie, elle passe par le climat. Toutes les questions de transport, ça passe par l'énergie et le climat. Donc on a rendu, ça c'est un grand succès de COP22, on n'en parle pas assez, les pays en développement, les pays les plus pauvres, très endettés, les PPE, TTE, là, ils sont maintenant éligibles avec des politiques spécifiques, et on reconnaît que la dette
des pays développés, elle existe, il faut la compenser, et ça c'est un grand succès. Alors, ça n'est pas l'économie circulaire, mais quand, voilà, je vais vous raconter une histoire. Pourquoi j'ai dit Dakar? Nous avons fait un séminaire au musée de l'immigration à l'Aquarium, Porte Dorée. Musée de l'immigration, c'est pas pour rien, parce que c'était intéressant aussi de le faire là. Ce séminaire, on a essayé de trouver un certain nombre de gens pour y venir, des pays du Sud, on en a trouvé. Et l'anecdote est la suivante, je rencontre pour les états généraux de Paris consacrés à l'économie circulaire il y a un an, je rencontre Madame Wardini, maire adjointe de Dakar, je lui dis voilà, je voudrais travailler avec vous, que vous envoyiez quelqu'un chez nous pour parler d'économie circulaire. Elle m'a dit oui, ça m'intéresse, il faut voir. Mais elle s'interroge. Alors je lui ai dit, je vais vous raconter l'histoire de Robinson Crusoe. Je vous la raconte, vous la connaissez, mais il n'y a pas qu'une histoire, il y en a deux. Robinson Crusoe, c'est Daniel Defoe. Robinson Crusoe, c'est le sauvage, vendredi, et le civilisé. Il y a 3 siècles de ça. Le civilisé va apprendre à vendredi à devenir un Anglais parfaitement civilisé. Et c'est vrai qu'à l'issue du bouquin de Defoe, on a vendredi qui est effectivement, qui se comporte comme un Anglais, qui a été assimilé, tout et tout. Ça dure depuis 3 siècles. C'est-à-dire que depuis 3 siècles, ce mythe de Robinson Crusoe, tous les enfants des écoles le lisent. Et il y a 30 ans, Michel Tournier a écrit un autre livre que beaucoup de petits Français connaissent, qui s'appelle Vendredi ou les limbes du Pacifique. Il a réécrit l'histoire de Robinson Crusoe, parce que dans Robinson Crusoe, les jeunes femmes qui sont là, que des jeunes, seront contentes. Il a découvert qu'il n'y avait pas de femmes dans le mythe Robinson Crusoe. Il y a Robinson et Vendredi, il n'y a pas de femmes. Et tout le travail, je vous conseille de lire le Vendredi et l'âme du Pacifique, tout son travail consiste à faire monter, je dirais, la féminité dans l'histoire re-racontée, c'est la même, hein, re-racontée à sa façon de Robinson Crusoe dans son île avec un vendredi qui lui tombe de la mer, pas du ciel. Et puis, à un moment donné, Robinson entre en crise existentielle, il ne comprend pas, ça ne va pas, il n'est pas bien, et puis peu à peu, il s'acclimate avec Vendredi. Et Vendredi, je raconte rapidement parce que ça fera trop long, Vendredi lui fait comprendre ce que c'est que la nature. On dit la mère nature. C'est-à-dire qu'il finit par acquérir, comment dirais-je, Robinson, par acquérir la conscience que ça ne suffit pas la technique, ça ne suffit pas de faire des pipes, de faire de ci, de faire de ça, etc., des outils, même les bricoler, il lui manque quelque chose. Il lui manque l'adhésion à son île. Et il finit par, dans le livre, vous le lirez, se marier avec la terre. Et dans ce sens, on peut dire que le Robinson Crusoe aujourd'hui, le Vendredi d'aujourd'hui, donc écrit par Michel Tournier, il a une confiance avec la nature nouvelle et Vendredi commence à enseigner. C'est Vendredi qui enseigne. On dit gagnant-gagnant. C'est Vendredi qui enseigne à Robinson comment ça marche la nature. Parce que Robinson, il n'a pas compris grand-chose avec cette technique. Donc on voit en 3 siècles un grand renversement. Je dis ça à Madame Wardini, hein. C'est à elle que je raconte aussi. Je lui dis, on a un renversement de position entre le XVIIe siècle, la révolution industrielle, la grande civilisation anglaise qui arrive, le libéralisme qui arrive, et aujourd'hui, Vendredi nous apprend quelque chose, il est devenu, c'est l'éveil des nationalités peut-être, c'est aussi Brazzaville, il est devenu citoyen de son État, de son pays, il est devenu citoyen du monde. C'est-à-dire que ce mythe de Robinson et de Vendredi, je lui dis ça, elle me dit, Banco, je viens. Elle n'est pas venue, elle a envoyé son directeur de la planification de Dakar. C'est pour ça que ça m'a paru très intéressant aujourd'hui de vous raconter cette histoire-là. Moi, je n'avais pas pensé à le faire, hein, mais c'est très intéressant de la raconter parce que ça montre bien qu'ici, au Forum de Cités Unies, parce qu'on est sur des territoires, parce que les gens qui sont là sont des gens qui se préoccupent de la microéconomie territoriale, il faut bien voir que ça s'inscrit dans un contexte culturel beaucoup plus large et que ce contexte, il est philosophique. L'économie circulaire, c'est aussi une dimension existentielle et philosophique. Voilà. Quelle est l'incarnation de l'économie circulaire que vous trouvez la plus éclairante sur ses apports, sur ses bénéfices? Deux incarnations. Une, c'est dans le livre, ça. Hein, c'est dans le livre. Vous avez l'exemple de Organic Valley. C'est à côté de Revel, pas loin de Toulouse. Hein. C'est vrai, un entrepreneur agricole a regroupé un certain nombre d'entrepreneurs autour de lui pour réutiliser l'organique et réutiliser la méthanisation, le soleil, pour réutiliser toute l'énergie qui était produite et pour transformer les produits locaux de façon à les revendre, en faire des matières premières. Je pense à un truc tout bête, il récupère le pain de l'agglomération toulousaine. Il le donne aux animaux.
Du coup, ils ne donnent pas du soja. Et quand ils ne donnent pas du soja, eh bien, il va leur faire du soja. Avec le soja, il va faire autre chose. Il va faire des beefsteaks qu'on vend. Des beefsteaks qui sont effectivement plus sains pour la santé. Et etc., etc. Donc on a là une vraie expérience qui dure depuis 10 ans. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait en France. En France, on a plusieurs endroits comme ça où territorialement, avec des élus, avec les locaux, ils ont une société agricole d'intérêt collectif, où tout le monde est. Je veux dire, c'est concerté tout ça. C'est pas un gars qui fait quelque chose tout seul. C'est concerté. Et ça marche. Et ça marche. Il est aidé par l'ADEME, bien sûr. Ça rentre avec les plans territoriaux. Tout ça, c'est complètement bon. Un autre exemple qui est intéressant, mais qui est plus neutre, l'Aquitaine a décidé de faire une politique d'économie circulaire. Je vous renvoie au document que l'Aquitaine vient de faire à l'heure actuelle. Alors c'est Aquitaine, Limousin, je voyais. Ils ont fait un document, le schéma du développement durable en Aquitaine. Et maintenant, dans ce schéma, il y a 2 ou 3 pages sur l'économie circulaire expérimentée, comme je viens de le dire. Donc voilà ce qui se passe. Alors, au niveau des PED, au niveau des pays en développement, bon, Mbassi me le dira, et les Chinois me le disaient, mais l'économie circulaire, qu'est-ce que tu nous racontes en faire de l'économie circulaire? Ils étaient là tout à l'heure. Mon grand-père le faisait en Chine. Parce que c'est vrai que les paysans qui recyclaient tout sur le terrain, c'est vieux comme le monde, ça aussi. Seulement, le monde a changé, on ne peut pas faire la même chose aujourd'hui. Mais l'esprit de respect de la nature, de réintégrer pour la nature, pour la nourriture des gens. Je vais prendre un exemple qui me paraît intéressant aussi. Regardez l'urbanisme, le bâti d'aujourd'hui, dans les villes d'aujourd'hui. Il y a seulement une centaine d'années, dans les villes françaises, mais partout ailleurs, les maisons étaient entrelacées, comme si elles s'embrassaient les unes des autres. On se chauffait les uns les autres en hiver, parce qu'on se chauffait avec du bois. Quand on mangeait les légumes du jardin. C'était des circuits courts. Voilà, tu me disais tout à l'heure, c'est le circuit court. Tout ça, ça fonctionnait très très bien il y a 150 ans. Et puis est arrivée la révolution industrielle, et après la révolution industrielle est arrivée la modernité que nous connaissons. Aujourd'hui, quand on regarde ces villes ou ces villages, la solidarité, elle a été désolidarisée au niveau des formes. Nous avons le mitage, nous avons des ZUC, des ZAC, etc., qui ont fait éclater cette solidarité des maisons, cette proximité, et on a toutes les peines du monde aujourd'hui dans nos politiques territoriales à réembrasser tout cela pour en faire des politiques territoriales. C'est un peu ça l'économie circulaire. Réduire, réutiliser, recycler, ouais. Tout cela est décliné dans cet ouvrage que vous venez de publier. Ouais. Qui a comme sous-titre « Des clés pour agir ». Ouais. À qui vous adressez-vous en particulier? Plutôt des décideurs associatifs, nationaux, ultra-locaux? Quel est un peu votre cœur de cible? Principalement, la cible, si on veut appeler ça une cible, je ne chasse pas, c'est aux gens qui sont responsables des territoires. C'est des élus, c'est des personnes administratives, des citoyens aussi bien sûr, hein, mais c'est les gens qui agissent de peu ou prou pour rassembler, pour faire des plans territoriaux, pour décider des politiques d'urbanisme. C'est des gens qui s'occupent de cette matière compliquée, qui est d'articuler tout ce qui peut se faire, parce que ce qui peut se faire, c'est fait par secteur. Les allocations de ressources, elles viennent par secteur. C'est la santé, c'est ça. Et l'élu, il faut qu'il retisse tout ça. C'est à ces gens-là que j'adresse ça. Et ils seront contents, je pense, parce qu'on a mis 10 chapitres, l'expérience d'Economic Valley, que je vous ai décrit tout à l'heure. Seigneur, c'est le Vaudreuil, c'est une vieille ville, le Vaudreuil, qui a 50 ans, qui essaie maintenant, avec les entreprises et les grandes qui sont là, de faire de l'économie circulaire. Alors, il y a une interview du Club de Rome aussi, qui était aussi les premiers lanceurs d'alerte, il y a 25 ans, quoi. Il y a l'exemple du SMICVAL aussi, c'est tout à fait intéressant, en Haute-Gironde. Ils font de l'économie circulaire. Il y a, je vais y venir au dernier, je ne vais pas détecter, identifier, analyser, voilà, c'est comment faire. Et un mot encore sur Dakar. Moi, Dakar, ça m'intéresse parce que, je ne sais pas s'il y a des gens du Sénégal qui sont là, il y a un plan climat à Dakar qui a été conçu en coopération avec la région Île-de-France. Ce plan climat, il est porté, il va s'améliorer considérablement. Ils ont rencontré avec le plan climat l'économie informelle à Dakar. On ne peut pas faire un plan climat académiquement. Là. Ils ont travaillé considérablement je pense qu'ils ont été l'AFD aussi, mais ils ont réussi à faire un vrai plan qui va se dérouler sur plusieurs années sur le climat. Le climat, c'est bien évidemment le social, c'est tout le reste avec, c'est pas seulement l'énergie décarbonée. Hein.
Et deuxièmement, il y a autre chose au Sénégal, il y a une plante invasive qui s'appelle le tifa. Alors le tifa, pour ceux qui sont sénégalais, s'il y en a ici, c'est une plante, on ne peut pas s'en sortir, c'est le chien dent terrible. Et ce tifa, ils ont réussi en travaillant avec les collectivités locales, avec les agriculteurs, à le transformer, à lui donner une restitution dans l'économie à l'heure actuelle. Voilà, ces exemples-là. Merci à vous, Monsieur Lévy. On va peut-être redire le titre de cet ouvrage ou de cette étude, si vous voulez me la passer. Oui, le titre de l'ouvrage... Attends, juste avant de... Oui, je voudrais vous raconter une charade. Une charade. Une charade, pour finir, puisqu'on finit. Hein. Voilà, effectivement. Une charade qui était inspirée d'un auteur qui s'appelle Fernand Braudel. Tout le monde connaît, beaucoup de gens connaissent Fernand Braudel sur la Méditerranée. Mais Fernand Braudel a écrit bien d'autres choses, notamment un livre qui s'appelle La civilisation matérielle, où il traite effectivement de la naissance du capitalisme du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Et c'est extrêmement intéressant parce que Braudel distingue l'économie de marché du capitalisme. C'est pas pareil. Souvent on dit c'est pas pareil. L'économie de marché, c'est comment arrive-t-on à échanger avec des prix, etc. Le capitalisme, il est devenu tellement financier aujourd'hui qu'on ne peut pas le comparer à l'économie de marché. Déjà, Braudel le fait, il l'explique bien. Hein. Ma charade. Mon premier, c'est l'économie de marché. C'est la liaison entre les divers marchés, grâce à la monnaie, qui relie l'offre, la demande et les prix. Mon second, c'est la zone supérieure au-dessus de mon premier, c'est la zone du contre-marché. La zone du contre-marché où le règne de la débrouille est le plus fort, le règne du droit du plus fort, ça c'est le capitalisme particulièrement financier. Mon troisième, c'est l'économie circulaire qui souhaite fonctionner avec le marché sans que le second détruise le capital naturel, social et humain investi. Et mon tout, je l'appellerai l'économie socialiste de marché. Je ne l'ai trouvé pour l'instant, et c'est paradoxal, parce que la Chine est le pays où il y a une économie qui n'est pas libérale. La Chine est un pays où l'écologie est en crise considérablement. Ils essayent en Chine de réguler les effets qu'ils ont libérés de l'économie de marché avec des lois sur l'économie circulaire. Donc vous feriez de la Chine la patrie de l'économie circulaire? Non, la Chine, il n'y a pas de modèle. Je dis que la Chine est intéressante à étudier dans ses contradictions d'aujourd'hui. Elle essaie de résoudre des vrais problèmes entre le marché, l'économie de marché, la nécessité aux opérateurs d'avoir de la visée, d'avoir du revenu. Je veux dire, il ne faut pas insulter les gens. Un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Il lui faut une visibilité. Mais la financiarisation, telle que nous la pratiquons aujourd'hui et telle qu'on en voit les méfaits, ça, c'est une vraie question. Ils ont ce problème-là en Chine. Ils l'ont aussi. Ils essayent de réguler tout ça. Je pense que le grand thème, c'est régulation, l'autonomie et l'intégration. C'est ces trois thèmes-là qui sont à la base du développement d'économie circulaire. Voilà. Je vous remercie.